Donc, à mon tour, je tiens à remercier toute l'équipe, à leur tête le professeur Lolémieux, pour ces journées que je trouve très intéressantes, sans joindre le somatique c'est-à-dire à la psychologie. C'est-à-dire il faut donc dans mon cas, je vais essayer de discuter un symptôme. Donc je sors de la psychiatrie. Donc un symptôme qui peut déclencher ou être cause de la dépression. Il y a une liaison avec la dépression. Donc pour commencer, je commence par définir les acouphènes. Donc un acouphène, c'est entendre un bruit dans l'oreille et dans la tête sans qu'il y ait une source sonore. Rarement il y a une cause, mais dans la majorité des cas, c'est décrit comme un symptôme, c'est subjectif. Le patient il est dérangé par un bruit. J'imagine que même dans cette salle, il y aura des personnes qui ont des acouphènes. 10 à 15% de la population, hommes et femmes confondus, ils ont des acouphènes. Et ils ont une expérience avec l'acouphène. Quitte juste après une conférence où on a un bruit intense, exposition à un bruit pendant une longue période, on peut avoir un acouphène. Donc l'acouphène, il peut être aigu, comme il peut être, il durait plus longtemps. L'acouphène, quand il dure plus longtemps, il devient dérangeant. Et c'est là qu'on va retrouver la liaison avec une éventuelle anxiété ou une dépression. Pour les acouphènes, quand ils sont objectifs, des fois on peut les entendre, mais c'est rare. Mais moi personnellement, j'en ai rarement trouvé, sauf en cas d'acouphène qui est pulsatile. Il est généralement vasculaire, c'est normal, donc il est synchronopaux. Quand il est suite à une contraction musculaire, c'est les muscles autour de l'oreille. On peut entendre cet acouphène, mais généralement c'est un acouphène qui est entendu par le patient, décrit par le patient et qui dérange le patient sans que les autres l'entendent. Et c'est ce qui crée cette gêne et cette altération de qualité de vie quand cet acouphène il devient plus chronique, quand il dépasse 6 mois. Donc là, juste un schéma, on passe par l'ABC. Juste pour un symptôme, il faut trouver une cause qu'on peut traiter. Donc cette cause qu'on peut traiter, ça va soulager le patient. Mais quand on ne peut pas traiter cet acouphène-là, on lui dit on n'a pas de solution, là le patient il entre dans l'anxiété et c'est là où on trouve la liaison avec l'anxiété et la dépression. Donc on commence par bien sûr évaluer cet acouphène. On a eu différents questionnaires qui ont été établis. Ces questionnaires, par différentes sociétés savantes, ils essaient de voir l'acouphène et de voir sa relation avec le retentissement sur sa vie quotidienne et surtout sur le sommeil. C'est l'acouphène, généralement, il dérange pendant le soir quand il y a le silence. Comme c'est la voix auditive qui est généralement atteinte, l'acouphène est généralement associée à la surdité. Donc il faut essayer d'explorer cette voix auditive. Donc on explore cette voie auditive, on commence par l'examen clinique bien sûr. Autour de l'oreille, on a l'articulation temporomandibulaire, les muscles autour de l'oreille qui peuvent par contraction entraîner cet acouphène. On a l'examen des vaisseaux autour de l'oreille, donc l'auscultation, triangle carotidien. On peut des fois comprimer au niveau de la région cervicale et ça fait baisser l'acouphène pulsatile. Là, c'est organique, donc on sait que c'est vasculaire, il faut explorer, il faut savoir faire la suite des étapes pour poser un diagnostic. Et enfin, on va explorer l'oreille. De plus en plus, on a des moyens de plus en plus sophistiqués pour explorer cette voie auditive. C'est-à-dire, depuis l'audiométrie tonale, l'audiométrie vocale pour voir la discrimination c'est la compréhension des mots, et ça c'est important parce que des fois on a une audition qui est normale, on fait un audiogramme, on évalue l'audition et malheureusement on trouve que la personne elle entend. Et je viens d'avoir l'expérience cette semaine dernière, une patiente qui me répond au premier test normal, on refait le test et on trouve une surdité. Donc c'est généralement, des fois quand on trouve un problème de
de compréhension des mots. Et là, il faut chercher plus loin, il faut pousser les investigations et on a des moyens. Donc, on peut aller au potentiel évoqué auditif, il y en a les précoces, il y en a les tardifs. Ensuite, je vais sauter. Donc, ensuite, cette voix, depuis l'oreille jusqu'au cortex. Donc, quand on voit on essaie d'explorer les différents relais et pour essayer de trouver une cause, pour essayer de la traiter. Donc, je reviens. Pour les acouphènes, c'est un symptôme. Des fois, on néglige, on le banalise. C'est un symptôme qu'il ne faut pas banaliser. Donc, un symptôme, le corps, il se manifeste par un symptôme, donc il faut chercher une cause. Donc, ça peut être associé à une surdité brusque, un acouphène post-traumatisme sonore. Là, il faut essayer de sauver l'oreille, c'est une urgence fonctionnelle. Des fois, c'est un acouphène pulsatile, brutal, donc il faut rechercher une cause autoneurologique. Donc, il faut aller chercher, fouiner, avoir l'idée, à explorer jusqu'à demander une imagerie, jusqu'à voir pourquoi on a cette manifestation. Ceci d'un côté. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement, il faut voir le côté psychologique. Il faut savoir, moi je parle en tant que clinicien, je ne suis pas psychiatre. Donc, en tant que clinicien, je dois avoir un bagage, et j'ai appris des choses aujourd'hui. Donc, avoir un bagage pour dépister un patient qui a un problème. Cet acouphène lui pose problème, il y a un profil qui est fragile, il y a un profil qui peut supporter, il y a un profil qui va réagir positivement, mais il y a beaucoup de profils qui risquent de réagir négativement. Donc, cette réaction négative, je dois la dépister. Donc, une fois que j'ai dépisté, je dois orienter. Moi, personnellement, je ne prends pas en charge une dépression. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je dois savoir demander de l'aide à mon confrère psychiatre. Donc, je dois adresser et je dois essayer d'avoir l'esprit de travail en équipe. Là, c'est l'acouphène. Donc, c'est juste pour montrer qu'un acouphène, c'est beaucoup de pathologies qui peuvent entraîner l'acouphène. Donc, j'ai aimé ce schéma qui va essayer de classer. Donc, on a classé l'acouphène en pulsatile. Donc, c'est un acouphène qui est battant. Donc, on a un bruit. Ce bruit-là, bien sûr, quand il est synchrone au pouls, c'est un acouphène qui est d'origine vasculaire. Pour l'acouphène qui n'est pas synchrone au pouls, généralement, il est d'origine musculaire. Donc, l'acouphène qui est vasculaire, bien sûr, on va chercher des malformations veineuses, artéroveineuses. Le plus fréquemment retrouvé chez nous, c'est les tumeurs glomiques, donc de traitement généralement qui peut être chirurgical. Et ce n'est pas une chirurgie banale, c'est une chirurgie lourde. Donc, la discussion se pose, est-ce qu'on va opérer, on ne va pas opérer? Donc là, c'est selon des gradines et c'est des staffs pour arriver à conclure le protocole thérapeutique. Une simple hypertension artérielle peut être cause d'acouphène, donc il faudra y penser. Donc pour les acouphènes d'origine musculaire, une contraction musculaire autour de l'oreille, donc la trompe d'Eustache, le muscle de l'oreille moyenne, donc c'est des acouphènes qui sont rares en général. Là, le pulsatile, le non pulsatile. Le non pulsatile, on va essayer d'explorer l'audition. Donc comme j'ai dit, la surdité, elle est très fréquente en cas d'acouphène. Il faut savoir la chercher. Il faut essayer de faire le maximum pour examiner, réexaminer et utiliser le maximum de moyens pour essayer de chercher cette surdité. Là aussi, selon que cette surdité soit uni ou bilatérale, on va essayer d'avoir une idée sur l'origine. Donc, quand elle est unilatérale, on va chercher des signes neurologiques. Donc, les signes neurologiques, quitte à chercher des signes, on peut avoir même un infarctus, un AVC, des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux ou une maladie inflammatoire. Là, je reviens sur les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. Le fameux neurinome de l'acoustique, il évolue à bas bruit. Donc, simple acouphène, le patient, il a consulté plusieurs médecins, on lui dit l'acouphène, on lui prescrit des vasodilatateurs, on prescrit du magnésium,
Et lui, il traîne avec lui une tumeur qui évolue progressivement, qui pourra être traitée initialement par simple chirurgie à bord autologique. On arrive à la bord neurochirurgicale avec chirurgie plus lourde et conséquences neurochirurgicales. Donc pour l'acouphène on n'a pas de signe neurologique, on a la fameuse maladie de Meniere, la triade, vertige, acouphène et surdité. Donc on peut différencier entre le neurinome déjà à l'audiogramme, entre le neurinome de l'acoustique et la maladie de Meniere. Là, on a atteint surtout des fréquences aiguës. Donc c'est une surdité de perception sur les fréquences aiguës. Et là, pour la maladie de Meniere, on a une surdité sur les fréquences graves. Et cette maladie de Meniere, moi, personnellement, je demande au secours aux psychiatres, à la psychothérapie, là, parce qu'effectivement, les patients, il faudra se mettre à leur place. Ils traînent une surdité, un vertige et un acouphène. Donc, c'est des symptômes qui peuvent se répéter, qui peuvent durer longtemps et qui peuvent gêner la personne. Donc, il y a le syndrome de Minor, c'est une entité récente, de découverte récemment. Donc, en principe, c'est un canal qui est en contact avec les méninges et qui peut donner, entre autres vertiges, des acouphènes. Le plus fréquemment et le plus simple où on pourra rendre service aux patients, c'est le cas où on trouve un simple bouchon de cérumen, on enlève le bouchon de cérumen et c'est réglé. Les otites moyennes chroniques perforées et les otites moyennes aiguës, on donne un traitement, des fois on a recours dans ces cas on a recours à la chirurgie et on pourra rendre service au patient et on le débarrasse de son acouphène. Là, donc pour les otites, on a parlé de perte auditive unilatérale, on a la perte auditive bilatérale, on a le vieillissement de l'oreille, très grande, la presbyacousie, très grande pourvoyeuse d'acouphènes. Et là, on a recours à l'appareillage auditif. L'appareillage auditif qui a double objectif, c'est de corriger l'audition et en même temps de masquer cet acouphène. Et ça, parmi les traitements qu'on pourra proposer, on va en parler tout à l'heure. Donc, l'autospongiose est là, deux propositions thérapeutiques, une chirurgie. Et des fois, quand le patient refuse, on pourra proposer un appareillage auditif, toujours avec un masking. C'est-à-dire, on essaie de masquer l'acouphène. Là, on revient donc au sujet d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a l'acouphène, on a des échelles d'évaluation. Franchement, en pratique quotidienne, les questionnaires, c'est pour les intellectuels. Peut-être on va proposer l'intelligence artificielle pour évaluer cet acouphène. C'est bien, mais on est dans notre contexte, on n'a pas beaucoup d'intellectuels, donc on doit évoluer rapidement et avoir une idée. On revient à l'échelle d'évaluation de la douleur de 0 jusqu'à 10. On essaie d'avoir une idée sur l'importance de son acouphène. Notre sujet, c'est effectivement, en tant que clinicien, savoir évaluer le retentissement psychologique de cet acouphène, qui est vraiment dérangeant, sur la psychologie de ce patient et savoir quand est-ce qu'on doit avoir recours à une aide psychologique. Voilà. Donc, toujours dans le même sens, on a des questionnaires, différents questionnaires par les sociétés savantes qui ont été établis. On a l'échelle d'évaluation. On a même pour la dépression des études qui ont été faites dans les deux sens, acouphène et dépression, pour avoir une idée sur le retentissement de l'acouphène, sur l'état psychologique. Donc, on verra ça tout à l'heure. Là, c'est juste pour rappeler les étapes diagnostiques, c'est-à-dire c'est la voie du son pour qu'il arrive au niveau du cortex auditif. Mais dans cette voie-là, donc quand on a un facteur déclenchant qu'on peut traiter, c'est bien, mais des fois ça se déclenche tout seul et ça devient permanent, c'est dérangeant. Donc il faut savoir explorer cette voie. On commence par l'audiométrie tonale, d'accord, mais à notre jour, c'est insuffisant. Il faut pousser les investigations. On a l'audiométrie vocale qui va nous permettre de détecter s'il y a un problème de compréhension des mots. Ça, c'est important, on peut le faire. Une personne qui dit « j'entends bien, mais j'entends pas dans le bruit ». Quand il y a beaucoup de personnes, je ne comprends pas les mots. Et ça existe, il faut savoir les dépister.
Donc là, il faudra pousser les investigations, il faut penser à une atteinte de cette voie, du nerf auditif, et il faut essayer de faire des explorations un peu plus poussées pour explorer cette audition. Donc, toujours pour montrer des pathologies qui peuvent être pourvoyeuses d'acouphènes, là, une otite séreuse, donc il y a du liquide dans l'oreille, ça bat, donc c'est de l'inflammation. On peut traiter, en principe, traitement médical, quand il y a échec de 3 mois, on peut proposer des aérateurs transtympaniques. Donc, on a une otite, un collet congénital, on a l'acquis, on a du pus, c'est visible, mais des fois, le congénital, il n'est pas visible. Donc, il faut savoir y penser et pousser les investigations jusqu'à avoir une imagerie qui va nous aider à poser un diagnostic. Là, c'est les malformations qui sont congénitales et il y en a qui en portent, mais qui ne savent pas qu'ils ont cette surdité. Donc, c'est des surdités en principe de perception avec toujours problème de compréhension des mots. Donc, on a recours à des explorations, l'audiométrie, l'audiométrie vocale et l'imagerie pour poser le diagnostic. Là, c'est des lésions qui sont un peu plus profondes, donc c'est le fameux donc le neurinome de l'acoustique. Donc il faudra y penser pour demander une imagerie avant des explorations audiométrie vocale et potentiel évoqué auditif précoce. Là, il faudra penser, donc quand on a une surdité, à demander une imagerie pour chercher une surdité en rapport avec une tumeur qui est dans la cochlée, Et là, c'est l'angle pontoncérébelleux. C'est généralement des tumeurs bénignes, mais quand elles grossissent, elles augmentent de taille, elles seront pourvoyeuses de complications et cliniques et chirurgicales. Donc la chirurgie devient difficile quand il n'y a pas l'abord à l'état de petite taille. Donc aussi pour parler des lésions centrales qui donnent un acouphène mélodique, mais bon, c'est des cas d'accident vasculaire cérébral, de démence frontotemporale, de maladie d'Alzheimer, mais c'est des cas qui sont rares. Donc là, j'arrive toujours au sujet. L'acouphène, il est dérangeant, il est chronique, il va entraîner un trouble de sommeil. Le trouble de sommeil va s'ensuivre généralement, suite au trouble du sommeil, on a une anxiété, voire une dépression selon le profil psychologique. Cette dépression et cette anxiété va aggraver l'acouphène et on est dans un cercle vicieux. Et c'est ça qu'il faudra chercher et c'est aider de nos confrères psychiatres. Voilà. Donc là, on parle des études. Bon, moi, j'ai vu beaucoup d'études. Et toutes les études, j'ai vu qu'ils insistaient sur la cause de l'acouphène. C'est plutôt l'acouphène qui est pourvoyeur de dépression, qui peut être pourvoyeur, et c'est dans 25 à 30% des cas, différentes études sur de grandes séries. Aux États-Unis, une grande série, et aux États-Unis, en Italie, en Chine, en Corée, en Palestine, même en Palestine, c'est des étudiants. Donc on a toujours trouvé que les acouphènes, ils avaient un impact sur la psychologie, ils avaient un impact sur la vie quotidienne, ils avaient un impact sur la concentration, ils avaient un impact sur le comportement, selon le niveau intellectuel, selon le niveau, selon l'état psychologique de la personne. Mais moi, en tant que clinicien, mais ce n'est pas ma spécialité, on a déjà parlé de la dépression, de sa prise en charge. Moi, je parle de cette attention particulière à l'état psychologique des patients atteints d'acouphènes. C'est-à-dire, moi, je dois juste essayer d'évaluer, d'y penser. Donc, de penser que ce patient, il pourra cacher un problème psychologique. Cet acouphène pourra le déranger et ça peut être grave. Donc, je dois savoir orienter. Donc, en pratique, on est médico-chirurgicaux, donc c'est-à-dire le chirurgien, il cherche toujours quoi opérer. Le médical, donc on est entre les deux, nous, en tant qu'ORL. Donc c'est-à-dire, généralement, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, l'acouphène, donc il va me déranger. Je lui dis, il n'y a pas de traitement médical, il faut faire avec. J'ai lancé une bombe. Ce patient-là, si son état psychologique, il a déjà fait le tour de 6 médecins ou 10 médecins, moi, il vient chercher secours et je lui dis, bon voilà, ton oreille, elle est normale, bon, j'ai fait l'audiogramme, il est normal, alors que ce n'est pas toujours le cas. Les recherches récentes montrent qu'il y a un problème dans l'audition
il faut chercher plus loin. Il ne faut pas se baser sur l'audiogramme. Donc il faut savoir dépister un problème psychologique et savoir annoncer et apprendre. On va apprendre de nos amis psychiatres la façon d'annoncer un diagnostic. Et ça, c'est le professeur Harodi, il est expert en oncologie, donc il a l'annonce quotidienne d'un diagnostic qui est dans la prise en charge est lourde. C'est-à-dire si on l'annonce comme ça peut entraîner des dégâts. Voilà, donc c'est toujours là, moi j'ai vu juste, c'est-à-dire le pourcentage, c'est toujours aux alentours de 25-30%. Donc beaucoup d'études, il y a cette étude, elle s'était intéressée à la polysomnographie, c'est-à-dire on a évalué le sommeil. Donc on a vu qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil. Les patients acophéniques, ils sont dérangés pendant le sommeil. Donc on a prouvé que cet acouphène, il les dérange. Et ça, voilà, il y a eu même une étude, c'est-à-dire à Harvard, c'est-à-dire qui ont eu un prix. Donc c'est tellement le sujet, il est intéressant. Et les gens, d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations d'acouphènes. Les gens, ils cherchent une solution. Donc il y a eu beaucoup d'associations d'acouphènes. Et c'est les gens qui ont réussi. C'est les groupes de médecins, c'est-à-dire médecins cliniciens, psychiatres, psychologues, audioprothésistes. Il y a les groupes qui ont pu avoir des résultats. C'est 4 réussites sur 5 cas. 4 cas de réussite sur 5 cas, c'est les gens qui travaillent en groupe. Voilà, donc là, oui, je voulais dire là, l'acouphène, des fois, il est associé à une sensibilité au son, et ça s'appelle l'hyperacousie. Et là, ça devient 2 facteurs handicapants. Donc, il a son acouphène, son intolérance au bruit. Et là, dans des études, on a trouvé 45% des patients présents des acouphènes, ils souffrent psychiquement. Il faut le comprendre. Moi, je parle de mon cas. Je n'ai pas le bagage pour essayer d'évaluer sur le plan psychologique ce patient-là. Là, toujours, on parle de corps cognitif. Donc là, les distorsions peuvent être centrées sur la personne, l'environnement, l'avenir. Ça, ce n'est pas ma spécialité, mais on parle des phrases. Je ne peux pas supporter cet acouphène, je ne suis pas à la hauteur, donc il n'y a aucune solution, personne ne peut rien pour moi. Donc cela va se détériorer et on a peur que c'est une maladie grave. Donc il a toujours un bruit qui sonne dans la tête. Et selon des degrés, il y a des bruits qui sont intenses. Peut-être tout à l'heure, je vais essayer de mettre l'audio, mais ça dérange. Heureusement, on a actuellement, donc on parle d'aucun traitement médical, il ne faut pas l'annoncer, il faut toujours donner de l'espoir aux patients, à mon sens. On a la thérapie sonore. Donc un bruit, on essaie de le masquer avec un autre bruit. Et ça donne des résultats. Donc il faudra y penser. Donc cette thérapie sonore, bien sûr, selon le patient qu'on a devant nous, est-ce qu'il a les moyens ou pas les moyens. Donc en principe, cette thérapie, on pourra l'introduire à travers un appareillage auditif ou bien l'introduire à partir d'applications dans des smartphones ou bien de la sono. Et on a la thérapie cognitivo-comportementale, donc c'est adressé pour prise en charge, toujours dans le même sens, traitement. Donc il faut on a utilisé cette thérapie pour aider le patient à accepter son acouphène et à le gérer. Et ça a donné des résultats. La thérapie sonore, il y a un Américain, un neurophysicien, qui a trouvé une solution, c'est avec un bruit blanc qu'on doit entendre 2 heures par jour pendant 6 mois. Mais malheureusement, on a parlé du bruit blanc qui fait vieillir le cerveau. Donc on a d'autres bruits, on a différentes fréquences qu'on essaie de faire entendre pour que le patient, le cerveau, il s'habitue à cet acouphène et il le néglige. Et bien sûr, à travers l'appareillage auditif, on essaie de masquer l'acouphène. En parallèle, on essaie de corriger l'audition. Les appareillages auditifs, c'est selon les canaux, ils essaient de filtrer le son, le son parasite et amplifier le son qu'on entend pour avoir une meilleure audition. En parallèle, il va essayer de masquer le bruit.
Mais là, il faut une expertise, il faut une expérience. Les audioprothésistes qui doivent avoir une formation pour évaluer, pour quantifier cet acouphène, l'acouphénométrie, et pour bien traiter ces fréquences, les reconnaître et les masquer. Donc, toujours parler de la thérapie sonore, donc mélanger le bruit avec un bruit de 2 heures par jour pendant 6 mois. Il a eu 20% de disparition complète ou quasi complète des acouphènes. C'est un bon résultat. 50% baisse notable de l'intensité de la fréquence des acouphènes et 30% de meilleure tolérance à la gêne. Donc, c'est 2 thérapies que je juge intéressantes, mais il y a beaucoup de propositions, sophrologie, beaucoup de propositions, tellement le sujet, les gens ils sont dérangés, ils cherchent une solution. Il y a beaucoup de propos, même l'ostéopathie, sophrologie, stimulation électrique, etc. Là, donc les antidépresseurs, donc je n'ai pas trouvé beaucoup d'études, mais les antidépresseurs, généralement, sont inefficaces pour réduire l'acouphène, mais par contre pour traiter une dépression. Quand il y a une dépression associée, oui. Donc sinon, on a proposé différents médicaments, donc les benzodiazépines, les anticonvulsivants, on peut tout utiliser pour essayer de traiter. C'est à la carte, mais en général, ça dépend de la personne. Généralement, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'efficacité dans les résultats. Pour finir avec cette diapo, c'est qu'actuellement, tout le monde, on utilise les AirPods. Donc, c'est-à-dire, en principe, les écouteurs, ils sont dangereux, surtout dans le conduit auditif externe. Il faut savoir il faut baisser le son, il faut que ça soit inférieur à 80 décibels. Et il faut essayer la durée soit inférieure à 1 heure. Les autres médicaments, il faut savoir donc d'éviter d'utiliser de moins en moins les aminosides qui sont autotoxiques. Quand on a une chimiothérapie, il faut faire un audiogramme avant, pendant et après la chimiothérapie. Et surveillant les patients qui sont exposés au bruit, notamment qui travaillent dans le bruit. Je conclus donc avec l'acouphène, c'est une cause de dépression. Savoir dépister les sujets à risque pour prise en charge, le travail d'équipe et la protection contre le bruit. Je vous remercie pour votre attention.